Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de corriger l'activité sur Énée. Vous deviez d'abord mobiliser vos souvenirs de 6e, pour ceux qui avaient eu la chance d'étudier l'Énéide dans le cadre du cours de français. On vous demandait qui est Énée, qui porte-t-il sur ses épaules. Alors vous pouviez vous aider du tableau à gauche, intitulé Énée, son père Anchise et son fils Ascagne, fuit Troie, incendiée. Sur ce tableau, voici les différents personnages. Donc on a en particulier Énée qui se trouve ici. Il n'est pas tout à fait au centre du tableau, puisque au centre on trouve son épouse Créuse. En revanche, il porte sur son dos son père Anchise et est accompagné de son fils Ascagne. Alors la scène se déroule à la fin de la guerre de Troie. Vous savez peut-être que la guerre de Troie est une guerre qui oppose les Grecs et les Troyens, puisque le prince troyen Paris a enlevé la femme de Ménélas, la belle Hélène, ce qui déclenche une guerre entre les Grecs et les Troyens. Donc on aperçoit à l'arrière-plan la ville de Troie en flammes et le fameux cheval de Troie, ruse utilisée par Ulysse pour venir à bout des Troyens. Donc si on résume, voilà ce qu'il faut retenir de ce tableau. On a ici le personnage d'Énée qui porte sur son dos son père Anchise qui est aveugle et paralysé. Il est accompagné de son fils Ascagne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'Ascagne est également appelé Iule dans certaines versions de la légende, et Iule n'est autre que l'ancêtre de Jules César. Vous avez donc l'épouse d'Énée, Créuse, qui est mise en valeur au centre du tableau. Alors il faut savoir que dans la fuite, Énée va perdre Créuse, qui va s'égarer. À un moment donné, il se retournera et ne la verra plus. À l'arrière-plan, on a donc Troie en flammes et devant le cheval de Troie. Reste cette statuette que porte Énée sur son dos en même temps que Anchise. C'est Anchise qui semble porter cette statuette. On l'appelle Palladium parce qu'elle représente la déesse Pallas Athéna, autrement dit Minerve chez les Romains. Alors cette statuette, c'est une statuette qui représente le culte des ancêtres. En fait, on comprend que Énée, en fuyant Troie, part avec l'intention de fonder une nouvelle ville et d'y implanter le culte de ses ancêtres. Voilà, cette divinité a aussi un rôle protecteur pour l'accompagner dans sa nouvelle quête. En question 2, on vous suggérait également de traduire le texte à trous qui est ici à droite. Alors attention, les passages en latin ne formaient pas à eux tout seuls une phrase autonome, mais ces groupes de mots venaient s'insérer dans une traduction qui vous était déjà donnée en grande partie. Donc, Énée, fils de Vénéris Vénus et Anchisae et Anchise, conduisit in Italiam en Italie Troianos les Troyens. Attention, ne pas traduire par les chevaux de Troie. D'abord, il n'y a qu'un cheval de Troie. Et puis, ici, Troianos est simplement l'adjectif qui signifie Troyen. Je pense que vous vous êtes laissé entraîner par l'expression Equus Troianus qu'on trouvait dans le dictionnaire et qui signifie effectivement le cheval de Troie. Mais ici, il n'y avait pas le mot cheval, donc uniquement les Troyens. Donc, Énée conduisit en Italie les Troyens qui avaient survécu à la prise et à l'incendie de Troia de Troie. Il fonda la ville de Lavinium, le nom de ville ne change pas. Vous l'avez parfois transformé en Lavinia, qui est en fait le nom de la seconde épouse d'Énée, en l'honneur de laquelle il nommera cette ville Lavinium. Et y regnavit a nostris, et y régna 3 ans. Alors, le verbe regnavit, régner, était assez transparent pour le sens. Pour trouver le temps, comme pour l'instant vous ne maîtrisez que le présent, en fait, il suffisait de rester dans la continuité du début du texte. On avait le verbe conduisit au passé simple, puis fonda
au passé simple, donc il fallait continuer sur la même lancée, tout au passé simple, régna. Vous aviez ensuite des questions qui portaient sur le voyage d'aîné. Donc il fallait d'abord repérer où se déroulait la scène représentée sur le tableau. Donc comme il s'agit de la fuite de Troie, il fallait repérer Troie ici à droite, non pas tout à fait en Grèce, mais dans une partie qu'on appelle l'Asie mineure. Donc ça, c'est le point de départ du grand voyage d'Énée. Il part avec la mission de fonder une nouvelle ville pour ressusciter en quelque sorte Troie qui va être détruite. Donc, alors il faut savoir qu'il fait un long parcours en Méditerranée parce qu'il va être guidé par un certain nombre de songes, d'oracles, d'apparitions de dieux qui vont lui conseiller de poursuivre son voyage pour aller jusqu'en Italie. Il va faire une étape à Carthage, dans l'actuelle Tunisie, parce qu'il va dériver sur ses côtes à la suite d'une tempête. Et ensuite, il va reprendre sa route, faire une étape en Sicile pour enterrer son père Anchise, qui entre-temps est décédé. Il arrive à Cume, où il va rencontrer la Sibylle, qui va lui permettre d'entrer aux enfers. C'est ce qui nous intéressera dans les séances à venir. Et aux enfers, il va consulter en particulier l'âme de son père Anchise pour que celui-ci lui révèle de manière plus précise où précisément en Italie il doit fonder sa nouvelle ville. Et c'est ainsi qu'il va s'acheminer vers une région qu'on appelle le Latium, qui donne le mot latin. Et c'est donc dans cette région qu'il fondera la ville de Lavinium. Donc l'endroit où il consulte la Sibylle, c'est Cume, qui est une région située proche du Vésuve, dans une zone volcanique où on situe généralement l'entrée des enfers. Et puis, Lavinium sera fondé dans le Latium, en Italie. Voilà. On vous demandait pour finir, dans l'Odyssée d'Homère, quel célèbre héros grec parcourt également la Méditerranée après la guerre de Troie? Alors, à part une erreur de quelqu'un qui a confondu avec Hercule, tout le monde m'a donné la bonne réponse. C'est évidemment Ulysse qui parcourt la Méditerranée. Rappelons que le mot Odyssée est en fait le nom grec d'Ulysse. En grec, Ulysse se dit Odysseus. Voilà. Énéide renvoie par contre au nom d'Énée. Et puis l'Iliade, si on reprend les trois grandes épopées de l'Antiquité, l'Iliade porte en fait le nom ancien de la ville de Troie. Le nom ancien de la ville de Troie, c'est Ilion. Et donc Iliade, c'est une épopée qui relate notamment la dernière année de la guerre de Troie. On peut remarquer qu'Ulysse part du même endroit qu'Énée, c'est logique. Donc par contre, lui, il part en vainqueur. Il va lui aussi sillonner la Méditerranée. Par contre, son point d'arrivée n'est pas le même. Son objectif n'est pas de rentrer en Italie, mais de rejoindre l'île d'Ithaque, dont il est le roi. Voilà la trace écrite que je vous demande de noter dans le cahier. Vous y retrouvez un premier élément de la généalogie d'Énée, fils de la déesse de l'amour Vénus. En général, on dit Vénus plutôt qu'Aphrodite parce que c'est le nom latin de cette déesse et du mortel Anchise, qui est un Troyen. Vous avez Créuse, la première femme d'Énée, puis sa deuxième femme, Lavinia, en l'honneur de laquelle il fondera la ville de Lavinium, et puis son fils Ascagne, né de sa première union, également appelé Iule, qui sera à l'origine de la lignée de Jules César. Donc voilà la trace écrite que vous devez recopier dans le cahier. Sur le tableau, le héros troyen Énée fuit Troie en flammes après la victoire des Grecs. Attention, le mot héros prend un S même au singulier et il signifie particulièrement dans l'Antiquité demi-dieu, c'est-à-dire ici pour Énée, né d'une déesse et d'un mortel. Il porte son père Anchise aveugle et paralysé sur son dos, ainsi qu'une statue d'Athéna Minerve vénérée par ses ancêtres.
Les Romains appelleront ces divinités ancestrales protectrices les dieux pénates. N'oubliez pas qu'au moment où Énée prend la fuite, Rome n'existe pas encore, puisque ce sont en fait les descendants d'Énée, et notamment Romulus et Rémus, plusieurs générations après lui, qui fonderont la ville de Rome. Son fils Ascagne, Iule, l'accompagne, tandis que sa femme Créuse les suit, éperdue. Elle va d'ailleurs s'égarer dans sa fuite. Deuxième élément de la trace écrite, très important, c'est cette frise chronologique. Donc, vous retrouvez ici, on va remonter le temps progressivement. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Virgile écrit l'Énéide au début du règne d'Auguste, premier empereur romain descendant d'Énée. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le premier empereur de Rome se définit comme un descendant d'Énée. Virgile va écrire cette épopée sur le modèle de deux autres épopées célèbres de l'Antiquité, les épopées homériques, l'Iliade et l'Odyssée. Il écrit ces deux épopées au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant l'écriture de l'Énéide. Ce qui est intéressant, c'est de savoir également que c'est à cette même période qu'on situe la fondation mythique de Rome par les descendants d'Énée. Et vous comprenez l'importance que prend le personnage d'Énée dans les débuts de l'histoire romaine. Donc l'Énéide, l'Iliade et l'Odyssée sont ce qu'on appelle des épopées. Je vous ai mis ici la définition. Poèmes qui rappellent les aventures et les exploits d'un héros. Par exemple, Énée pour l'Énéide ou Ulysse pour l'Odyssée. Alors, il faut remonter encore le temps pour situer la date approximative de la guerre de Troie. La guerre de Troie se serait déroulée au XIIe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un épisode mythique pendant lequel se déroulent les trois grandes épopées de l'Antiquité. J'espère que vous avez tout compris. Bon courage pour cette trace écrite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et d'ici là, bon week-end.